La multinationale française Total Energy est visée par une plainte pour complicité de crimes de guerre au Mozambique, un pays d'Afrique du Sud-Est. Mais alors que s'est-il passé et de quoi Total Energy est-elle accusée concrètement? Salut, c'est Samy, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une de ces actus du jour. Pour commencer, qui est Total Energy? Eh bien vous la connaissez sûrement, c'est une grande entreprise française qui produit et fournit différents types d'énergie. Ces énergies, elles vont majoritairement des énergies fossiles, responsables du réchauffement climatique, comme le pétrole et le gaz, aux énergies renouvelables, comme le solaire ou l'éolien, qui permettent de produire de l'électricité. Et pour fournir ces services, Total Energy est aujourd'hui présent dans environ 120 pays du monde, et celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc le Mozambique. On va pas pouvoir refaire aujourd'hui toute l'histoire du pays, mais pour bien comprendre de quoi on parle, peu après son indépendance du Portugal en 1975, le Mozambique a été frappé par une guerre civile extrêmement violente qui a causé la mort d'1 million de personnes entre 1977 et 1992. Depuis, sans rentrer dans les détails, le Mozambique s'est progressivement reconstruit au niveau de ses infrastructures et de son économie, et finalement, au début des années 2010, de gigantesques réserves de gaz naturel ont été découvertes dans le nord du pays. Le gaz naturel, c'est une source d'énergie fossile utilisée pour produire de l'électricité et du chauffage. Après ces découvertes, de nombreux acteurs se sont alors développés au Mozambique pour extraire ce gaz, notamment Eni, ExxonMobil, mais aussi, vous vous en doutez, Total Energy. L'entreprise a par exemple commencé à installer à quelques kilomètres de la ville de Palma, dans le nord du pays, un méga projet gazier, Mozambique LNG, qui aurait permis de transformer le gaz naturel récupéré en gaz naturel liquéfié pour faciliter son transport et son stockage. Mais en parallèle, vers 2015, le djihadisme a aussi commencé à sérieusement émerger, et ce justement dans le nord du pays. Ces groupes djihadistes avaient notamment pour but d'instaurer une version radicale de la charia, donc la loi islamique, dans la région. Dans le nord du pays, la province de Cabo Delgado a alors fortement été touchée. À partir de 2017, un groupe islamiste local, Al-Shabaab, lié depuis 2019 au groupe État islamique, a notamment multiplié les attaques armées contre le gouvernement en attaquant des villages et des infrastructures, mais aussi en commettant divers massacres. Et en 2021, Al-Shabaab a justement mené une attaque massive dans la ville de Palma, proche du projet de Total, une attaque qui aurait causé plus de 1000 morts selon plusieurs investigations, et les travaux du méga projet gazier de Total ont alors été suspendus. Aujourd'hui, ce projet est d'ailleurs toujours en pause et son enjeu économique est considérable. Mozambique LNG, dont Total Energy détient 26,5% et en est l'opérateur, constitue l'un des plus grands investissements privés en Afrique. Avec un montant total de 20 milliards de dollars, il s'agit du 4e plus grand projet gazier offshore du monde. Une fois le projet suspendu, un accord avait donc été conclu entre le Mozambique et Total Energy. Selon cet accord, une unité militaire spéciale appelée Joint Task Force, la JTF, était chargée d'assurer la sécurité du site gazier et des infrastructures associées pendant la suspension des travaux. Mais alors pourquoi Total est accusé de complicité de crimes de guerre dans cette histoire? Eh bien fin 2024, le média Politico, suivi du journal Le Monde et du collectif d'investigation Source Material, ont fait d'importantes révélations. Sous couvert de ce mandat de protection et selon les informations révélées, les soldats de la JTF se seraient livrés à des actions de violence et de barbarie. Selon l'enquête de Politico, entre juillet et septembre 2021, les soldats travaillant pour le site de Total auraient intercepté des habitants qui fuyaient la milice Al-Shabaab avec leur famille et auraient enfermé entre 180 et 250 hommes dans des conteneurs, les accusant de soutenir les djihadistes. Selon les enquêtes, certains d'entre eux auraient été détenus pendant 3 mois, battus, affamés et torturés, et de nombreux autres ont été déclarés disparus. Total Energy avait alors assuré n'avoir, je cite, jamais reçu d'informations indiquant que de tels événements aient effectivement eu lieu, ce à quoi Le Monde avait notamment répondu en publiant des images satellites, témoignages et des documents internes qui indiqueraient que Total Energy était bien informé à minima de certaines de ces exactions. Depuis, plusieurs enquêtes officielles et judiciaires ont été lancées et sont toujours en cours. Aucune charge n'a encore été retenue contre Total Energy qui nie avoir eu connaissance des tortures et meurtres avant les révélations des médias et qui s'est déjà par le passé engagé à coopérer totalement aux enquêtes. Mais alors pourquoi on en reparle aujourd'hui? Eh bien parce que ce lundi, une nouvelle plainte a été déposée sur la base de ces révélations contre Total Energy et contre X auprès du parquet national antiterroriste français. Cette plainte, elle a été déposée par l'organisation à but non lucratif European Center for Constitutional and Human Rights. Elle accuse donc Total Energy, je cite, de complicité de crimes de guerre, de torture et de disparition forcée au Mozambique, mais aussi d'avoir, je cite toujours, directement financé et soutenu matériellement une unité militaire qui aurait arbitrairement détenu dans des conteneurs, torturé et tué des dizaines de civils. Pour le moment, on ne sait pas encore exactement à quoi pourrait être condamné Total Energy si l'entreprise est jugée coupable, et c'est donc évidemment une affaire qui est très dense et on pourra pas revenir sur tous les détails dans cette vidéo, mais si ça vous intéresse, on vous met des liens en description pour en savoir plus. On n'en a pas parlé ici, mais Total Energy est aussi régulièrement accusé d'être responsable de pratiques commerciales trompeuses. Total a notamment été partiellement condamné pour greenwashing le mois dernier par le tribunal judiciaire de Paris. Le greenwashing, c'est une stratégie trompeuse utilisée par des entreprises pour se donner une image écologique et responsable, alors que ce n'est pas vraiment le cas dans leurs pratiques réelles. De nombreux
nombreuses ONG accusent également Total de contribuer au réchauffement climatique, notamment en raison de ses projets qualifiés de bombes climatiques. Là aussi, on vous met des liens en description et je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref. Merci Samy et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le Conseil de sécurité de l'ONU a voté ce lundi soir en faveur du plan de paix de Donald Trump pour la bande de Gaza. Il avait été présenté à l'ONU pour la première fois début novembre et le vote devait donc se tenir ce lundi. Alors concrètement, ça veut dire qu'une force internationale va être prochainement déployée dans la bande de Gaza afin de sécuriser les frontières en coopération avec Israël et l'Égypte, de sécuriser les couloirs humanitaires et de protéger les civils. Ce plan a également pour but de démilitariser Gaza. Il prévoit aussi la mise en place jusqu'au 31 décembre 2027 d'un comité de la paix chargé de gouverner temporairement jusqu'à la réforme de l'autorité palestinienne. Le président des États-Unis Donald Trump a salué la décision de l'ONU qui, je cite, restera comme l'une des approbations les plus importantes de l'histoire des Nations Unies. De son côté, Israël a affirmé que ce plan apportera, je cite, paix et prospérité car il insiste sur la démilitarisation complète, le désarmement et la déradicalisation de Gaza. Le Hamas a quant à lui dénoncé ce plan de paix qu'il a qualifié de tutelle internationale sur la bande de Gaza et qui imposerait selon lui un mécanisme visant à atteindre les objectifs d'Israël. En vertu de l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre à Gaza, le Hamas doit encore rendre les corps de 3 otages sur les 28 qu'il détenait dans l'enclave palestinienne. Deuxième actu, Donald Trump a déclaré ce lundi qu'il serait prêt à négocier avec le Venezuela et qu'il parlerait à un moment donné à son président Nicolas Maduro. Maduro a quant à lui déclaré dans la foulée être prêt à discuter en tête-à-tête avec Trump. En fait, depuis plusieurs mois, les tensions montent entre les deux pays. La marine américaine a bombardé plus de 20 fois des embarcations que les États-Unis accusent sans preuve d'être des navires de trafiquants de drogue. Ces attaques ont fait au moins 83 morts selon le secrétaire américain à la défense. Alors Donald Trump affirme que ces bateaux servaient à acheminer de la drogue vers les États-Unis, mais selon des experts en droit international, ces frappes seraient illégales. Selon les experts, la seule raison pour laquelle les États-Unis auraient le droit de tuer ces personnes serait en cas de légitime défense, mais il n'y a pour l'instant aucune preuve démontrant que les embarcations frappées menaient une attaque armée contre les États-Unis. Faut savoir que cette potentielle rencontre entre les deux dirigeants est assez surprenante quand on sait que le dialogue entre les deux pays est rompu depuis 2013. En août dernier, le ministère américain de la Justice a même promis 50 millions de dollars à quiconque permettra de capturer Nicolas Maduro. Troisième actu, après le meurtre d'un jeune homme à Marseille, possiblement lié au trafic de drogue, Emmanuel Macron a convoqué une réunion exceptionnelle à l'Elysée ce mardi matin. Elle avait pour objectif de renforcer l'application de la loi contre les trafics de drogue et de faire le point sur la situation à Marseille en présence du procureur de la ville et de plusieurs ministres. Jeudi dernier, Mehdi Kessassi, le frère du militant écologiste Amin Kessassi, qui est engagé dans la lutte contre le narcobanditisme, a été tué par balle en pleine rue dans le 4e arrondissement de Marseille. Le crime d'avertissement, donc potentiellement perpétré par un commando criminel aguerri, est la piste privilégiée par les enquêteurs à ce jour. Son autre frère, Brahim, avait également été tué en 2020. Par ailleurs, à Grenoble, un adolescent de 13 ans a été touché dans la nuit de samedi à dimanche par 3 balles près d'un point de vente de drogue. Il était toujours dans le coma lundi et ses agresseurs sont toujours en fuite. Cette réunion a donc permis de discuter de la mise en œuvre et de la montée en puissance de la loi narcotrafic qui a été promulguée en juin. Cette loi prévoit entre autres la création d'un parquet national anti-crime organisé qui sera officiellement créé le 1er janvier 2026. Quatrième actu, je voulais vous parler de la République démocratique du Congo. Au moins 18 personnes ont été tuées ce week-end dans une attaque des rebelles des forces démocratiques alliées, un groupe affilié au groupe État islamique, dans un centre de santé à l'est du pays. Certains témoins parlent de 19 morts, mais la Croix-Rouge locale a fait état de 23 morts. En fait, dans la nuit de vendredi à samedi, les ADF ont attaqué et incendié ce centre de santé en ciblant particulièrement la maternité où des jeunes mères qui venaient d'accoucher ainsi que leurs enfants ont été assassinés à l'arme blanche. Sur les 17 personnes tuées, 11 étaient des femmes en séjour à la maternité selon l'administrateur du territoire. Les rebelles de l'ADF se sont formés en Ouganda à la fin des années 1990 suite à un mouvement de rébellion contre le président ougandais Yoweri Museveni. En 2002, le groupe s'est déplacé en République démocratique du Congo, un pays voisin, et il est depuis accusé de l'assassinat de milliers de civils congolais. Depuis 2021, les armées ougandaises et congolaises combattent ces rebelles dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, mais n'ont toujours pas réussi à mettre fin aux violences. Alors les violences dans le Nord Kivu ne sont pas dues seulement aux rebelles de l'ADF, la région compte plus de 100 groupes armés, dont le M23, un mouvement rebelle soutenu par le Rwanda et qui est à l'origine de nombreuses violences contre des civils. Cinquième actu, un Français sur 10, soit un peu plus de 3 millions de ménages français, étaient en situation de précarité énergétique en 2023, selon une étude de l'Observatoire national de la précarité énergétique publiée ce lundi. Dans le rapport, un ménage est considéré en précarité énergétique s'il fait partie des 30% les plus modestes et qu'il a consacré plus de 8% de ses revenus à des dépenses
dépenses énergétiques pour son logement. Le nombre de personnes qui disent souffrir du froid a par ailleurs progressé de 30% en 2024 à 35% en 2025. Parallèlement, la part de Français qui déclarent avoir eu du mal à payer leurs factures de gaz ou d'électricité a également augmenté, passant de 28 à 36% entre 2024 et 2025. Il s'agit d'un taux inédit selon le médiateur national de l'énergie. Sixième actu, la carte vitale dématérialisée est disponible sur smartphone depuis ce mardi partout en France et ce, même si on n'a pas de compte France Identité. En fait, jusqu'ici, pour avoir la carte vitale sur son téléphone, il fallait absolument passer par l'application France Identité et du coup avoir la nouvelle carte d'identité au format carte bancaire. Mais donc désormais, il suffit de télécharger gratuitement l'application Carte Vitale qui est disponible sur Android et iOS et de scanner sa carte vitale pour la lire ou alors de rentrer son numéro de sécurité sociale. Il y a ensuite plusieurs étapes, il faut notamment se soumettre à la reconnaissance faciale qui sera contrôlée par un vrai humain. Une fois que c'est fait, la carte dématérialisée peut être utilisée chez les professionnels de santé ou en pharmacie. Au total, 28 millions de personnes possèdent une carte vitale et peuvent donc l'installer sur leur téléphone selon l'assurance maladie citée par le Parisien. Alors attention, pour le moment, tous les professionnels de santé ne sont pas encore équipés de lecteurs permettant de lire les infos de l'application. Et on finit avec cette actu, seulement 5 films français, dont 4 comédies, ont dépassé le million d'entrées au cinéma cette année. Il s'agit de God Save the Tuche, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, Un ours dans le Jura, Chien 51 et du deuxième volet de Kaamelott, dont le million n'a en réalité pas encore été atteint à l'heure où je tourne, mais qui devrait le franchir ce mardi soir. En 2024, ce sont 11 films qui avaient franchi ce seuil à la même période. Certains films avaient même battu des records, comme Un petit truc en plus, qui avait réuni 10,8 millions de spectateurs, Le Comte de Monte Cristo, qui avait enregistré 9,4 millions d'entrées, et L'Amour ouf, qui en avait enregistré 4,9. De son côté, God Save the Tuche, qui est le succès de 2025, a réuni 3 millions de personnes. A noter qu'entre le 1er janvier et le 1er octobre 2025, les cinémas français ont enregistré 109,46 millions d'entrées, tous films confondus, selon les données du CNC, donc le Centre national du cinéma et de l'image animée. Ce nombre est en recul de 14,4% par rapport à la même période en 2024. Merci beaucoup Léa, c'est tout pour les actus d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, mais aussi en podcast, en newsletter et sur TikTok et Instagram. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à demain.